bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast De fil en aiguille. Je suis Jean-Baptiste, praticien en médecine traditionnelle chinoise, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Letzku. Alors Pierre, vous le connaissez si vous êtes adhérent à la FNMTC, car c'est le rédacteur en chef de MTC Mag que vous recevez tous les trimestres. Mais Pierre, il est bien plus que ça. Il est psychologue, il est praticien à MTC et encore d'autres choses que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui, Pierre. Merci. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter un peu votre parcours? Oui, alors mon parcours, j'ai une formation initiale en psychologie cognitive. Donc c'est la branche dure de la psychologie, c'est-à-dire que c'est la psychologie expérimentale. Euh, En général, quand on dit que quelqu'un est psychologue, c'est un terme générique et c'est bien de connaître un peu plus de détails. Tout le monde n'est pas psychologue clinicien. On travaille pas tous en institut avec des personnes atteintes de troubles mentaux ou autres. Les psychologues cognitivistes, par exemple, travaillent sur justement tout ce qui est apprentissage et modélisation du raisonnement sur ordinateur. Ça rejoint aussi les neurosciences. D'accord. Donc, dans mon parcours, j'ai aussi une grosse partie sur tout ce qui va être programmation. J'avais appris 6 langages à l'époque à la fac de programmation et j'avais aussi une orientation en neurosciences et en psychophysiologie. Euh, donc ça va plus loin que ce qu'on pourrait voir avec Freud ou l'étude de l'enfant. Voilà. Par la suite, je me suis orienté sur une thèse en psychologie cognitive dans le secteur du nucléaire, qui était sur une thèse sur la gestion des conflits d'objectifs entre la sûreté et la productivité. Mais ça a des impacts dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi on préfère monter sur un tabouret rond qui tient pas bien pour changer d'ampoule que plutôt que d'aller chercher dans le jardin l'échelle et puis on pourra la remplacer. Donc j'avais créé des modèles qui expliquaient pourquoi on prenait des risques pour moins se faire s'embêter dans la vie, quoi. Ok. Voilà. Après, bon, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur nucléaire civil et militaire, dans lequel j'ai fait de la conception pour des salles de conduite, pour de l'analyse d'événements. On dit pas incident dans le nucléaire quand quelque chose va pas bien, on parle d'événements. Il y a toute une terminologie, surtout pour pas affoler les gens, parce qu'on a tellement caché de choses que maintenant, dès qu'on emploie un terme qui dérive un petit peu, on a tous les gyrophares qui s'allument, alors qu'en fait, les gars, ils ont fait tomber un boulon par terre, quoi. D'accord. Euh, voilà. Donc, j'ai travaillé dans le secteur de la recherche et la conception de réacteurs expérimentaux. Juste pour raconter un truc amusant que personne ne sait en général, mais quand vous avez des panneaux solaires sur le toit de votre maison, quand vous utilisez des microprocesseurs, vous avez besoin de silicium et ce silicium, pour être efficace, il faut qu'il soit dopé. Et pour l'être dopé, il faut qu'il soit mis au plus près du cœur d'un réacteur. Donc, pas d'énergie solaire sans nucléaire. Ça va piquer ceux qui ne le savent pas, mais voilà quoi. Intéressant, ouais. Ah. D'accord. Donc, j'ai toujours été intéressé par ce qu'on va appeler l'énergétique au sens large. J'ai fait des arts martiaux, j'ai fait 15 ans d'aïkido, du yaïdo, du tai chi, du qigong. Et c'est justement par le tai chi dans la méthode qu'on appelle Stefanovic, qui est une école qui est très centrée sur la perception du chi et du travail du dantian, que j'en suis venu à demander à mes enseignants, mais ok, mais c'est quoi ces machins que je sens qui parcourent la tête, qui vont derrière, qui remontent, qui redescendent et qui font tout ça. Et là, ils m'ont dit, écoute, nous, on n'est pas là pour expliquer ça, il faut plutôt qu'il y ait dans une école spécialisée. Donc, c'est de là que j'ai cherché. J'ai vu que ben, à Aix-en-Provence, là où j'habitais, il y avait la sphère. Et donc, je me suis embringué là-dedans, les mains dans les poches, en allant voir, et je suis reparti complètement hystérique en disant, mais c'est ça que je veux faire, parce que en tant que psychologue, les conférences qui avaient été données, pour moi, c'était de la psychosomatique appliquée. Je voulais faire une thèse en psychosomatique à l'époque, et on m'avait dit, non, tu n'es pas médecin, tu ne peux pas faire de la psychosomatique. C'est un paradoxe, parce que psychosomatique, c'est ce qui se passe dans la tête et qui va se traduire dans D'accord. le corps. C'est comme la sexologie. En général, on vous dit pour être sexologue, il faut être médecin. Mais il n'y a pas que la partie mécanique, il y a aussi ce qui se passe dans la tête. 80% des problèmes en sexologie sont d'origine psychologique. Bon, bref, ce qui a fait que j'ai fait ma thèse en ergonomie dans le nucléaire, j'ai bossé 15 ans et je me suis réorienté pendant mon travail dans la médecine chinoise où j'ai fait le parcours, je cherche toujours le parcours le plus long.
Donc, j'ai fait les 4 ans de formation initiale, plus 4 ans supplémentaires, et je continue à me former au congrès de Rothenburg, entre autres, en rencontrant des auteurs internationaux. Ça, c'est vraiment enrichissant. Et c'est grâce à eux que j'ai mis en place toute une démarche qui a mis un petit peu de temps à venir, euh, qui m'a amené au début à appliquer les méthodes qu'on utilise généralement en médecine chinoise. Et après, avec ma lecture, Justement, comment on articule dans une séance avec les patients ouais, euh, le côté psychologue et le côté praticien en MTC? Est-ce que c'est une espèce d'hybridation? Est-ce que c'est la MTC qui est au service de la psychologie? Est-ce que c'est la psychologie qui est devenue au service de la MTC? disons que il y a pas de, enfin, c'est une question que je me suis posée dès le début. Je me suis dit, en tant que psychologue, qu'est-ce que la médecine chinoise peut m'apporter? En tant qu'ergonome, qu'est-ce que je peux apporter à la médecine chinoise? Comment je vais articuler ces trois compétences que je détiens? Et en fait, ça marche plutôt main dans la main. C'est-à-dire que, par exemple, en psychologie, on a une formation, on va dire, à l'écoute, à la compréhension. C'est un petit peu à la façon du Dr House qui dit tout le monde ment. Quand un patient vient vous dire j'ai ça parce qu'il m'arrive ça, non, on s'en fout. C'est qu'est-ce que tu as et ton interprétation, ça m'intéresse moins. C'est en recollant tous les morceaux et en reprenant, en ayant le big picture, comme disent les Américains, la grande image, qu'on va trouver un sens. Et ce sens, ce qui est intéressant, c'est que soit on va avoir une approche très psychologique, académique, et puis on va écouter le patient en faisant et puis on va avoir cette neutralité bienveillante qui fait qu'on va le garder 15 ans en séance. Et soit on va plutôt avoir une approche avec la médecine chinoise, on va pouvoir parler le langage du patient. C'est-à-dire que quand vous avez des symptomatiques dans la médecine chinoise qui vous disent que le patient ressent son cœur comme s'il était suspendu, c'est les mots qu'emploient les gens. On va pas dire vous souffrez d'un trouble bipolaire, vous souffrez d'une angoisse existentielle. Non, parce qu'en plus, il y a tellement de façons d'estampiller les gens. Mais par contre, quand on dit oui, quand vous vous réveillez, vous avez une oppression et vous avez une montée d'angoisse. Ah ben oui, ça c'est du langage de tous les jours. D'accord. Donc voilà, et c'est là où ça va être intéressant. Et l'explication sous l'angle, on va dire, énergétique, entre nous, je déteste le terme énergétique. C'est, si on veut mettre du bruit dans le système, c'est grandiose. Mais quand on va expliquer aux gens les mouvements, les 5 mouvements, comment les organes, qui n'en sont pas toujours, mais sont plutôt des systèmes, interagissent les uns entre les autres, et que ça amène à une manifestation émotionnelle, une manifestation physique, c'est là où la médecine chinoise vient apporter son aide à la psychologie. D'accord. Par contre, en tant que psychologue, je vais, par exemple, la dernière fois, j'ai eu un patient qui venait avec des troubles vraiment d'hyper-excitabilité. Il avait été traité par un psychiatre en visioconférence qui lui avait donné des anxiolytiques. Et depuis qu'il prenait ces anxiolytiques, il était encore plus hystérique qu'avant. Effet antagoniste. Eh ben, ça, c'est quoi? C'est un TDA. C'est-à-dire qu'on lui endort son néocortex et l'archéocortex, il explose. Et à ce moment-là, la personne se contrôle moins. Donc, c'est là où c'est bien d'avoir aussi une lecture, on va dire, un peu plus scientifique, neuroscientifique, parce qu'on peut après se dire, oui, alors on donne quelque chose qui va calmer le chêne et en même temps, le chêne s'excite. C'est quoi? C'est le roun qui fait le fou. Donc là, on peut traduire, mais faut savoir faire la bascule, Voilà. quoi. Ouais. Voilà. Alors, Donc, traitement pour un patient comme ça, on lui met des aiguilles, on lui donne des plantes, ou on reste sur l'aspect psychologue et on continue à le faire parler pour essayer de le faire redescendre? alors sur le cas d'un TDA comme le sien, déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai réorienté sur un bilan neuropsy. C'est-à-dire que je lui ai dit, vous laissez tomber les psychiatres, vous laissez tomber le médecin, vous voyez un neuropsychologue parce que lui, il va vous faire un bilan qui va bien déterminer si vous avez TDA, TDAH ou autre chose. Parce que là, vous avez une réaction antagoniste à un médicament, donc on est en train de faire fausse route. D'accord. Donc j'aime pas travailler seul, j'aime pas laisser la personne juste rattachée à moi. Et puis de toute façon, on n'est pas Dieu sur terre, il nous faut parfois des visions plus larges. Maintenant, dans le TDA,
on a des tas de produits en médecine chinoise qui sont super intéressants. On a de l'acupuncture, on a euh, mais il faut une action, on va dire, neurologique, parce qu'on a vraiment un décalage de fonctionnement entre le néocortex et l'archéocortex. Donc, effectivement, on peut s'amuser à triturer le doumaï pour réveiller le néocortex, calmer l'archéo en allant toucher un petit peu le droit du foie ou des choses comme ça, parce qu'il y a des actions directes qui se font. Mais j'aime bien avoir une vision un peu large spectre, parce que c'est pas parce qu'on a trouvé le problème qu'on va savoir le traiter. C'est-à-dire que peut-être que, voilà, moi je me dis toujours, est-ce que j'ai tous les instruments pour soutenir la personne, pour être efficace? Peut-être que ça peut être un autre collègue qui a une formation particulière, ou peut-être parce que parfois sur certains cas, c'est tellement lourd il va falloir supplémenter la personne. D'accord. Donc il faut comment dire, ne s'interdire aucun recours à d'autres méthodes. Moi, c'est le résultat qui compte. Donc, si je suis juste là comme poteau indicateur et que j'ai donné la bonne indication vers le bon thérapeute, je suis également très content d'avoir pu le faire. D'accord. Ok. Donc, vous avez tout un réseau d'adresses, de collègues vers qui vous êtes susceptible de renvoyer en fonction des cas, des pathologies. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, je l'ai pas dit, mais je suis aussi membre du conseil d'administration de la Maison de la Psychologie. D'accord. Et c'est un organisme qu'on a établi depuis maintenant une bonne quinzaine d'années qui est en fait la réponse aux besoins des patients. Quand vous voulez voir un psychologue, comme je disais tout à l'heure, vous allez voir quoi? J'ai un besoin d'un psy, mais oui, mais c'est quoi? C'est thérapie de couple, c'est thérapie brève, c'est une démarche un peu plus introspective. Donc en fait, nous avons créé cette association pour que les gens remplissent un questionnaire et on va les orienter. C'est de la gestion de compétences. On va les orienter vers le psychologue le plus attitré. Donc on a un réseau dans le sud de la France et un peu en région parisienne. Et à ce moment-là, on se réoriente les uns les autres en fonction de nos compétences. D'accord. Ah, c'est vachement bien ça. Oui. Ok. Et pardon. La méthode dont vous avez commencé, je vous ai coupé la parole tout à l'heure à nous Mm. parler. Comment on arrive à inventer une nouvelle méthode? Parce que la médecine chinoise, ça a plusieurs milliers d'années. Oui. On a l'impression que quelque part tout existe déjà. Et puis en cabinet, des fois, je me rends compte qu'il y a des nouvelles pathologies, des choses qui n'existaient pas à l'époque des textes classiques. Et puis comment on y répond? Voilà. Alors, c'est là où effectivement, en tant que psychologue, je me suis formé on va dire, un EMDR qui s'appelle le Steel Bill, qui est un EMDR un peu plus moderne que l'EMDR classique. Le EMDR, c'est des mouvements linéaires, Mhm. droite-gauche. Alors que le style Bill, lui, va faire appel à des mouvements qui font penser à la base à l'IMO, qui est un autre type de MDR qui, lui, se fait par des arcs de cercle. Mais le style Bill va faire aussi des croisements, va faire tout un tas de trucs et on va travailler différentes zones en fonction de l'approche PNL. Dans la PNL, hein, vous savez, c'est quand je regarde dans une direction en pensant à quelque chose, eh ben c'est pas la même chose que si je regarde dans une autre direction parce que je suis soit sur le ressenti proprioceptif, soit sur l'imagination, le rappel ou ce qui était vu, ce qui était entendu. Bon, D'accord. en fait, c'est totalement bidon. Les études ont montré que c'était faux. Ok. Par contre, il y a un peu de vrai quand même dedans. C'est-à-dire que quelqu'un qui va réfléchir en tournant le regard sur le côté comme ça va mieux intégrer que si on lui fait regarder en haut. C'est des D'accord. petites choses comme ça. Donc bon, là encore, s'il y a des gens qui font de la PNL, bon oui, vous pouvez me détester, mais seulement c'est que c'est des recherches scientifiques qui ont montré qu'il n'y avait pas de corrélation. Mais il y a un effet quand même. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses justement que j'aborde dans le NBQZ qui relèvent de l'orthopsie. C'est assez drôle parce qu'on débloque les nerfs oculomoteurs en relation avec les stagnations de chi, enfin, on va dire les tensions émotionnelles qui font qu'on peut avoir des problèmes de mouvement oculaire. Et là, il y a une phase dans la méthode où on délie ça et les gens arrivent à bouger les yeux dans toutes les directions sans ressentir de tension. Mais alors, comment j'en suis arrivé là? Euh, on va le faire court. En fait, c'est en travaillant sur le transgénérationnel. Euh, on part de loin là, hein. Oui.
On part de loin. En fait, au tout début, je faisais des séances de SIBIL avec les gens, donc de l'EMDR pour traiter des traumas divers et variés, avec les mêmes effets qu'on avait avec l'EMDR, très efficace. Ça va bien, mais il n'empêche que entre les séances, les gens se sentaient pas bien. Parce qu'il y a des phases de reviviscence, c'est-à-dire que de retour d'émotions, de souvenirs traumatiques ou d'autres souvenirs qui remontent. Et vous avez vos patients qui sont libérés dans la nature et qui, pendant en général 2, 3 jours, vont avoir des remontées émotionnelles. Et ça me gênait énormément. Alors, j'essayais. Je vous coupe, c'est-à-dire qu'avant d'être complètement soulagé, il y a des phases où ils revivent l'événement traumatique? Ah oui, ah oui, D'accord. mais complètement. C'est des montagnes russes. C'est ce qu'on ne vous explique pas en général dans toutes les. C'est un peu ce qui m'énerve d'ailleurs, hein, je dois le dire comme ça, mais quand on voit des promotions sur le MDR, comme quoi c'est une super méthode, qu'elle est géniale, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. euh, J'ai même des gens qui sont praticiens UMDR qui sont pas très copains avec ce que je peux dire parce que je raconte ce qui se passe dans l'arrière-cour. C'est-à-dire que pendant les séances, les gens peuvent avoir carrément des crises de panique, des angoisses, des nausées. Dans notre expérience au sein de la maison de la psychologie, on a une praticienne qui nous a envoyé dès le premier jour une patiente directement aux urgences psychiatriques parce qu'elle a fait une décompensation en séance. Euh, C'est-à-dire que sans chercher à faire plus loin, à apaiser la personne, à comprendre ce qui se passait, elle lui a fait d'entrer la séance en EMDR et elle s'est retrouvée direct. Autant dire qu'on l'a pas gardée, cette personne. Euh, mais oui, parce qu'il y a des étapes à respecter. Euh, donc, si vous voulez, le MDR est ultra efficace parce que une personne vient avec un trauma bien particulier. Elle dit voilà, il m'est arrivé telle agression, telle chose, rien que de m'en parler, ça me secoue, etc. Eh ben on va dire, on va exposer la personne. On appelle ça les thérapies par exposition. On va leur faire repenser à la scène en leur faisant bouger les yeux. Il y a tout un tas de feedbacks qui vont se faire et qui font il va y avoir une intégration émotionnelle. Mais elle revit la scène. Bah ouais. Et là, c'est chaud. Et là, c'est très chaud. Parce que si vous avez une personne qui est fragile, qui a un polytrauma, c'est-à-dire qui a vécu d'autres choses difficiles dans son passé, le cerveau, lui, il va tout regrouper. Et il va parfois regrouper des événements anciens avec l'événement qui vient d'être vécu. Et là, c'est un gros mélange qui se fait. Donc c'est Et exponentiel, en fait, ça va cumuler les traumas et la personne va, entre guillemets, encore plus souffrir. alors, c'est pas qu'elle va plus souffrir, c'est-à-dire que le cerveau, lui, le temps traumatique n'existe pas. Donc, une personne qui est réellement traumatisée, elle a vécu quelque chose il y a 3 ans. Quand elle vous le raconte, elle en pleure encore. Bah, c'est comme si elle était dedans, quoi. Ouais. Mais le cerveau marche par analogie, donc et par agrégation. Donc, si elle a vécu d'autres événements, par exemple sur des deuils, là j'ai une personne qui a quelqu'un qui a un proche qui a un accident cardiaque, mais depuis elle est en hypervigilance parce que elle a un membre de sa famille qui est déjà mort d'un accident cardiaque, puis un cousin, enfin deux, trois. Et donc le cerveau, il marche par biais de confirmation. Il y a 3 décès par accident cardiaque. Là, ce qui vient de se passer, ça va se reproduire. Donc là, l'amygdale, elle marche à fond en la caisse. La personne est en panique. Et donc en séance, on va avoir parfois à faire des allers-retours sur le passé et le présent, en fonction de ce que va dire la personne. Euh, donc tout ça, c'est pratiquement, ça se vit en direct. Et ça me gênait beaucoup. Parce que parfois on a des patients, on sent qu'ils sont fragiles, on les relâche après dans la nature après la séance et il y a toujours un peu des inquiétudes, quoi. Voilà. Et donc j'ai cherché, est-ce que en donnant de l'arnica montana, en donnant des petites techniques de tapotement, ou des trucs comme ça pour apaiser, ça améliorer les choses. Et puis même certains patients ne reviennent pas parce que c'est trop dur pour eux. Ça, on le dit pas non plus, mais on a des gens qui arrêtent les séances de MDR parce qu'ils veulent pas revivre une agression sexuelle, ils veulent pas revivre un harcèlement. Donc il fallait trouver autre chose. Ok. Donc ça, je l'ai gardé dans un coin. D'accord. Et Pardon, en fait,
Juste une Oui, précision, on parle de séances de MDR pure. À ce moment-là, il y a oui. pas d'intégration d'aiguilles ou de choses comme ça pour travailler sur le chêne, pour faire du bien en plus de l'MDR. Non, non, j'ai tenté aussi avec le MDR, ce qu'on appelle Battlefield Acupuncture. Mhm. Donc, si on met on met des petites choses dans les oreilles, ça va activer le système parasympathique. Mais bon, c'est pas mal. Ça allait dans le sens d'études que j'avais vues auparavant sur le traitement du stress post-traumatique. Ça calme très fort, mais ça n'enlève pas les images traumatiques. D'accord. Par contre, si on a une méthode qui enlève les images traumatiques, là, on a le combo idéal. Ok. Voilà. Il faut rien se refuser. C'est pour ça que parfois je dis à mes collègues de psychologues, faites de la médecine chinoise, ça va vous aider. Euh, donc pour le faire rapidement, je me suis intéressé au transgénérationnel parce que j'ai eu des patients qui racontaient leur vie et qui dans leur trauma, leurs problèmes, renvoyaient à ce qu'avaient vécu leurs parents. Euh, et là, je me suis dit, mince, ils sont en train de me refaire les mêmes événements, de refaire les mêmes choses. Il y a de l'histoire familiale, il y a de la répétition. Et donc, j'ai creusé cette question du transgénérationnel. Bon, j'ai découvert une méthode de traitement de trauma transgénérationnel qui a des impacts aussi sur le plan physique, c'est-à-dire que, euh, par exemple, vous faites une séance d'acupuncture et vous n'arrivez pas à remonter une rate, elle refuse complètement, vous n'arrivez pas à remonter un rein. Il refuse. Bon, eh ben, par le traitement transgénérationnel, en fait, on va dire aux chaînes et aux yuan chaînes, les gars, vous arrêtez vos délires maintenant. On va enlever le petit caillou qui empêche l'eau de passer. Et là, on a les poux qui remontent directement, quoi, sur l'organe concerné. Mais parce que c'est un trauma hérité, c'est une programmation qui est rentrée dans le yuan chain et à partir de là, ben, il informe mal le chêne et la coordination organique se fait pas bien, quoi. Donc, ça veut dire que ce patient dont on n'arrive pas à remonter la rate, c'est parce que son père ou sa mère ont déjà eux aussi une rate faible Une rate qui était atteinte, qui était atteinte. D'accord. voilà. Et donc pour ça, il y a des points à tester pour confirmer si c'est bien là le problème. Et Mhm. si c'est bien là le problème, en travaillant sur les aspects quantitatifs et qualitatifs du Chiang Mai, on va pouvoir remonter, enfin permettre à la rate de recevoir l'énergie qu'elle n'arrive pas à avoir normalement. D'accord. Et bon, là, je vais pas m'étendre là-dessus, mais en fait, le truc, c'est que j'ai découvert que si on ne traitait pas de façon globale le trauma, parce que eh ben on avait un échec sous l'angle psychosomatique dans la prise en charge du patient. D'accord. C'est-à-dire que je suis un peu dissident, je pense un peu en dehors de la boîte. C'est-à-dire que pour moi, le Yuan Shan, c'est la génétique. Ok. On nous parle d'esprit initial, machin, etc. Je veux bien, hein. On nous parle du chêne, connexion au ciel, etc. Mais puis après, comprenez des auteurs qui vous disent, des Chinois, hein, qui vous disent, bah oui, alors le chêne, il est dans le cerveau, à la différence du chêne terrestre qui est dans le cœur. Ah, tiens, il y a deux chênes. Mhm. Et puis le yuan chêne, il est imperturbable, il est immanent, et puis quand même, il y a une histoire de gene parental au milieu. En fait, tous ces trucs-là, c'est que on a un corps physique qui intègre un ADN qui va être le blueprint, le plan de construction du corps. Mhm. Et lui, il tourne à son rythme, c'est Yuan Shen. Et ce Yuan Shen, ben, il va avoir parfois il n'est pas justement aussi lumineux et pur qu'on l'imagine. Il y a du Shangsheng derrière, il y a du trauma du Shen qui est devenu un trauma hérité. Et là-dessus, il y a une expression chinoise qui est magnifique, qui dit le trauma, en parlant des traumas, c'est imprimé sur le cœur ou gravé dans les os. Ok. Ah, voilà, tout est dit, quoi. Tout est dit. Et dans l'épigénétique, on a bien ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une engrammation de l'épigène autour de l'ADN qui va limiter la régulation du corps
sur certains aspects. Et bon, c'est bien documenté maintenant sur la régulation du cortisol. Et on a des expériences qui ont été menées par Ariane Jacobino sur une étude où ils ont montré que par acupuncture, on réduisait un gène qui était méthylé et qui avait pour fonction de réguler le cortisol. Donc, D'accord. tant qu'il était méthylé, la personne n'arrivait pas à faire baisser son cortisol et restait dans un état d'hyperexcitabilité. Quand on parle de le foie, c'est 3 heures du matin, gna gna gna, derrière, et que le foie draine les émotions, il faut bien comprendre que cette fonction de drainage des émotions, c'est la fonction de métabolisation et de transformation de tout ce qui est hormonal dans le sang, et que le foie va avoir pour fonction de dégrader. Si votre foie est bloqué, il va pas dégrader. Et s'il dégrade pas le cortisol, à 3 heures du matin, quand c'est le pic, bah, ça réveille. Ch'ting. Et là, on est prêt à combattre. C'est C'est pour ça. ça que voilà. Donc, il va falloir drainer ce foie, l'aider à traiter. Mais en amont, on a génétiquement un problème, on va dire ancestral, où il y a eu même, et ça a été documenté, des transmissions au niveau de l'épigène, qu'il y a un blocage au niveau du gène qui va réguler enfin, le gène RC, voilà, donc, un réducteur du cortisol. Et ce gène, en fait, il va aussi bien réduire le cortisol qu'augmenter le nombre de récepteurs au niveau cérébral. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des tout petits taux de cortisol dans le sang quand on fait les prises de sang, et ils sont hypersensibles, ouais, parce qu'il leur en faut très très peu de cortisol pour saturer tous les récepteurs. D'accord. Voilà. Et donc là, Jacobino, elle a montré qu'en 6 mois de traitement par acupuncture, on avait une réduction de 50% des gènes de réduction du cortisol et que les personnes allaient mieux. D'accord. Donc là, on travaille sur du human chain Ok. qui Et va impacter le chêne. ça veut dire qu'on en est quasiment à modifier l'ADN du patient avec Non. l'acupuncture? Non, 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 non. Quand même pas. Non, 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 on touche l'épigène. L'épigène, ce sont des méthylations, donc biconisation, méthylation, il y en a plein d'autres, mais qui vont en fait se positionner sur l'ADN comme des capuchons qu'on mettrait sur des interrupteurs, on peut plus les activer. D'accord. Terminé. Avec Euh, un effet durable à long terme? alors, la science dit 4 générations s'il n'y a pas de maintien du stress. D'accord. Ok. Voilà. Les gens qui travaillent dans la psychogénéalogie, qu'on prenait pour des doudingues il y a une trentaine ou même maintenant une cinquantaine d'années, euh, eux, ils disaient, ben, on peut remonter jusqu'à 7 générations. Oui. Après, j'ai vu des scientifiques dire non, mais ces histoires d'épigénétique, c'est n'importe quoi. Il y a un rinçage de l'épigène à chaque fois. Ouais, ils ont juste oublié qu'il y avait un rinçage puis une reconstruction, parce qu'on est vraiment sur un truc, mais c'est la main de Dieu. Bah, moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez dans nos gènes, en fait, on a sur cette, on a donc l'épigénome qui est déposé à la surface de l'ADN au niveau des histones, qui sont les protéines autour desquelles s'enroule l'ADN. Mhm. Et ces histones, en fait, elles s'écartent pour laisser accès à l'ADN, mais quand elles sont méthylées, elles s'écartent pas. Bon, ok, ça c'est le processus. On sait qu'il y a une enzyme qui va venir méthyler. On sait qu'il y a une enzyme qui va venir déméthyler. Mais qu'est-ce qui fait que le corps, à un moment, va dire à tout le monde, à toutes les cellules du corps, vous allez méthyler telle zone, tel truc. Ça, on ne sait pas. On ne D'accord. sait pas du tout comment ça se produit. Mais par acupuncture, on arrive à le cibler, Ok. avec un raisonnement large spectre, en disant oui, il faut réguler le roux, le chêne, etc. Et on va faire ces choses-là. Et donc ces méthylations, en fait, elles vont disparaître dans le temps si la personne n'est pas réexposée, s'il n'y a pas de renforcement, parce que en fait, ce que cherche à faire le corps, c'est à rester en vie. Donc, si vous êtes dans un contexte qui est dangereux, eh ben, il faut rester en éveil. Donc, Ouais, pour rester en éveil, ben, il faut un taux de cortisol un peu élevé. bien sûr. Voilà, ça va se passer, ça va se passer comme ça. Et si on a fait ça sur les rats, hein, c'est-à-dire qu'on a pris des petits rats qu'on a mis avec des mères non maternisantes, ben ils étaient pas maternés, donc ils étaient super stressés, ils avaient leur récepteur qui était saturé. On les a fait avoir après des enfants, on a regardé leurs gènes, ils étaient méthylés, on les a fait prendre en charge par des mères maternisantes, et là le taux de cortisol baissait et il y avait une modification sur l'épigénome.
Euh, mais voilà, en fait, le corps résiste. La science montre qu'il faut 4 générations de calme plat, et c'est là où on peut se poser la question de. Actuellement, on a plein de gens qui sont dans l'hypersensibilité, on a beaucoup d'hypersensibles, et on a quand même, on est sorti de contexte de guerre. Il y a À peu près, donc 4 générations, quoi. voilà, D'accord. Ok. voilà. Alors, comment on met en place un... Parce que vous allez présenter cette méthode à Rothenburg au congrès. Comment on Oui. met en place une étude scientifique en MTC, dans la mesure où souvent on reproche à la MTC justement de ne pas pouvoir prouver scientifiquement qu'elle fonctionne? Alors, déjà, juste pour terminer le truc, c'est de dire que quand je me suis rendu compte que mes patients avaient des traumas transgénérationnels, en fait, c'était le corps qui rentrait aussi en réaction par rapport à ce qu'ils avaient dans leur vie en cours. Mhm. Donc, le corps cherche à s'adapter. Et donc, il fallait traiter le trauma de la vie en cours qui arrête d'exciter le trauma hérité. D'accord. On a, alors ça, on a ça, justement, je reviens à l'ergonomie. On a un modèle de Jens Reason qui un modèle en couche. Et chaque couche est une couche de protection, mais chaque couche de protection a un trou ou plusieurs trous. Et puis quand les trous s'alignent, et ben l'incident passe au travers. Et ben là, on va avoir plusieurs couches de protection, l'éducation, la vie de tous les jours, le psychisme, le corps, etc. Et puis, on va avoir différentes failles. Et puis, à un moment, on a un trauma ancestral qui va pouvoir rentrer en résonance directe avec un événement vécu, mais qui est du niveau du stress, en fait, vécu par le corps, quoi. Et le corps comprend le stress. Donc, de fil en aiguille, j'en suis venu à travailler sur le Shoshen, à découvrir le concept du Shoshen qui est très, très peu développé. Donc, j'ai creusé cette question et j'ai trouvé des moyens de traiter le Shoshen dans sa manifestation, en dehors de tout contexte, on va dire, taoïste, qui consiste à faire de la respiration et de la méditation. Alors, le Shoshen, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas trop le concept, on appelle ça l'esprit cognitif, l'esprit pensant. Le Shoshen, c'est lui qui va être, on va dire, à l'interface entre le Shen et l'environnement. Ok. C'est-à-dire que c'est lui qui va capter toutes les informations et c'est dans le mystère de la fleur d'or qu'on l'aborde un petit peu en disant que le Shoshen, la mort le terrifie, la beauté le met en joie. Enfin, il est très variable. Et cette hyper variabilité, en fait, ça m'a fait penser à quelque chose qui est très variable aussi chez nous. C'est le Shaoyang, qui est charnière Ouais. entre l'intérieur et l'extérieur. Mhm. Voilà. Donc, on a l'homme découpé en plusieurs niveaux, hein, foyer supérieur, médian, inférieur, et on a au niveau du chêne, au niveau de l'esprit, on va avoir entre autres le parcours de la vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire est en diminue avec le cœur. Donc, on a quelque chose qui renvoie de l'info directe au niveau du cœur, et que si c'est perturbé, ben, ça va perturber le cœur, et que si ça l'émerveille, ça va émerveiller le cœur. On a une voie directe. Donc c'est là où j'ai découvert tout un petit monde au niveau de ce Shoshen, en relation en plus avec d'autres concepts beaucoup plus tordus qui sont le concept des Kuei, parce que aussi dans Kuei on a plusieurs strates. Et en fait, si on ne traite pas le Shoshen, et là on va en venir au NBQZ, si on ne traite pas le Shoshen, on passe à côté de tout le reste. C'est-à-dire que quand on fait Barrière qui empêche de passer, enfin qui empêcherait de passer au reste? ouais, D'accord. c'est-à-dire que quand j'en suis vraiment à remettre pas à remettre en cause ce qu'on fait en médecine chinoise, mais c'est en disant que pourquoi on fait des séances à répétition sur des patients alors que avec la méthode que j'ai mise en place, une séance à deux suffisent. Parce que je pense que j'attaque le problème à la racine. Mais j'ai mis à peu près 6 ans à arriver à faire ce truc-là. Euh,
je ne dénigre aucunement les autres méthodes de travail. C'est-à-dire qu'un patient qui est stressé, angoissé, on va le faire venir, on va faire les 4 barrières, 6 MC, 3 du foie, machin, un petit vin d'Oumaï, etc. Mais c'est très bien parce que ça agit sur les zones. Mais on va agir à un certain niveau. Tout comme j'ai reçu une fois un patient, vraiment un cas très très lourd, son fils s'était suicidé par pendaison, il avait décroché, hein, donc c'est lui qui l'avait vu, quoi. Donc je le vois 2 mois plus tard, il avait fait, et on lui avait conseillé de venir me voir, et quand je le vois arriver, je lui dis, je sais pourquoi on se voit, et là il se met à pleurer. D'accord. Et je lui ai dit, écoutez, on va pas aller plus loin, venez vous asseoir, on fait la séance. Donc je lui ai fait la séance de NBQZ de phase 1, celle qui a été testée sur le plan scientifique, on va en parler. La séance dure 5 minutes. En 5 minutes, il ne voit plus le visage. Il arrive plus à se souvenir, il arrive plus à se remémorer euh, ce qui, euh, ce qu'il a vu quand il a décroché son fils. D'accord. Et là, je lui dis, c'est pas normal qu'on fasse en 5 minutes quelque chose comme ça. C'est pas normal. Vous avez fait quelque chose avant. Il me dit oui, oui, j'ai fait une dizaine de séances de kinésiologie. Ok. Donc, très intéressant. La kinésio, elle a nettoyé tout le pourtour émotionnel, mais restait encore tout ce qui était reviviscence, imagerie mentale, etc. Et c'est là que ça permet de confronter, en gros, la méthode que j'ai montée avec les autres méthodes. Et pour savoir, parfois, c'est bien de savoir vers quoi orienter. Bah oui, j'ai des amis qui sont kinésio, ils n'arrivent pas à ce résultat. Je leur ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a d'autres formations? Est-ce qu'il y a d'autres niveaux? Est-ce qu'il y a d'autres choses en kinésio qui font que... Mais non, ça passe à côté. Donc, il aurait fait de l'EMDR, il aurait plus cette reviviscence, il aurait pu vu l'image de son fils. Euh, donc maintenant, là, on a posé un petit peu les bases. Le NDQZ, quand même, faut expliquer ce que c'est. C'est Nobuchitsu, c'est les stases de chi dans le cerveau. Ça correspond à quelque chose de physiologique. Une personne qui a un trauma, elle a l'amygdale qui, alors ça, c'est des mesures par IRM fonctionnel, est en hyperactivation. Elle tourne en boucle. On fait des séances de MDR. Et à ce moment-là, l'activité de l'amygdale baisse et la personne prend de la distance avec l'image et le souvenir traumatique et on va dire entre guillemets qu'elle l'oublie. Alors, les psychologues n'aiment pas le mot oublier, ils vont dire il y a intégration d'émotions. Bon, on s'en fout, c'est de la terminologie, quoi. Euh, c'est tout. Euh, Moi, je me suis dit comment on fait pour atteindre les moelles, comment on fait pour atteindre spécifiquement cette petite glande. Alors, il y a plein de moyens. Le 3 du foie il y accède justement, mais pas suffisamment. Et en acupuncture, je vous rappelle qu'on fait un truc, c'est on palpe le patient. Et le point, il fait mal, il fait pas mal, et on pique, on met une aiguille. Bon. À la sphère, on utilise très peu les aiguilles. On a vraiment une technique, une approche par le toucher. Et ça, moi, sur le plan psychologique, ça me titillait parce que, en fait, je me disais, mais la peau, c'est une interface entre l'environnement extérieur et l'intériorité du corps. Euh, C'est-à-dire que quand vous regardez un film qui va vous toucher, qui va vous faire transpirer, vous allez transpirer, vous allez avoir des frissons, la peau va manifester quelque chose. Et c'est là où je parle de l'homme poulpe. Le poulpe, il change de couleur en fonction des choses qui survolent en nageant, hein. Et ben, notre peau, c'est la même chose. On va rougir, on va pâlir, mais on va aussi avoir des tensions qui vont se manifester. Mhm. Et j'avais constaté sur les patients qu'en fonction de quand je leur posais des questions, ça se tendait ou ça se relâchait sur les points. D'accord. Et on a des méthodes comme le FT qui sont basées sur juste du tapotement, quoi. On n'est pas sur de l'acupression où on enfonce un petit ongle fortement dans la peau pour avoir l'efficacité mécanique approximative d'une aiguille. Bon. Et c'est là où en fait on va travailler par les fibres alpha-bêta et ces sensorielles, sensorimotrices qui remontent, ou dans l'archéocortex, la peau est en communication directe via les afférences sensorielles
vers l'archéocortex. L'archéocortex, système limbique. Qu'est-ce qu'il a, ce système limbique? Il a pour fonction d'intégrer les émotions et les sensations. Mhm. Nous sommes des animaux, nous sommes des systèmes vivants, informationnels. Euh, et avec ce ressenti. Alors, ce qu'il faut savoir, ça, c'est que on est à peu près c'est les lois de Pareto, 80-20. 80%, c'est de l'émotionnel et 20%, c'est du réflexif. C'est quand on voit le cerveau, il y a il y a deux couches en gros, quoi. Et c'est les études qu'avait fait la NASA pour le projet Apollo 13 pour savoir comment concevoir un cockpit facilement pilotable par les opérateurs, par les astronautes. Et ils avaient détecté, déterminé, conclu que consciemment, on arrive à gérer 7 paramètres à plus ou moins 2 en Ok, parallèle. Inconsciemment, une cinquantaine. d'accord. Je suis dans ma cuisine, en train d'écouter la radio, et puis je suis en train de couper des trucs, et puis j'ai l'eau qui déborde, et là, hop, tout de suite, parce que le changement du bruit de l'eau m'a attiré mon attention, alors que j'écoutais la radio, mon canal attentionnel était ailleurs. Au niveau réflexif, l'émission était intéressante. Mais par contre, il y a quelque chose d'autre qui m'a attiré. Et là, c'est l'archéocortex, c'est toute cette partie inférieure, système limbique, etc., qui, elle, est à l'affût de tout à chaque fois. Et c'est ça, en fait, le travail du NBQZ, c'est on va dialoguer directement avec l'archéocortex sans passer par la voie réflexive, c'est-à-dire le néocortex. Ok. Et pour ça, on va passer par la peau, c'est-à-dire qu'on va parler le langage du corps, ce que fait l'acupuncture. Et on a, pour la petite histoire, on a la cartographie des méridiens qu'on apprend en médecine traditionnelle, bon, en école, mais on a aussi les cartographies de Maître Tong, mais elle est essentiellement sous la peau. Oui. On a les gros points Tong qui vont, le 4GI qui va correspondre aussi à un 4GI de Tong. On a des systèmes qui sont à peu près équivalents, mais on a d'autres systèmes parallèles. Et c'est pour ça que dans les textes, quand on voit dans le SON, moi, ça m'éclate, mais dans le SON, il n'y a pas de point. On vous dit, ça va pas bien, faut piquer le Yang Ouais, super. Où? Et parfois, ils sont sympas, ils disent, ah, le Shu Yang Ah, on réduit de moitié le problème. Youpi! Ouais. Bon, et là, il fallait attendre le link Shrew pour dire, si, là, vous avez ça, là, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, vous avez les 5 points antiques, etc. Et vous allez regarder là, c'est pas mal. Mais quand vous prenez les techniques de Dr. Tan, lui, c'est carrément c'est de la transposition. On est sur de la localisation sur le méridien, mais on n'est pas sur un point cartographié pur et dur. Mhm. Et on a en fait, ben quoi, on a tous les réseaux de fascia, on a tous les réseaux de nerfs, on a tous ces trucs-là qui font que ça peut se crisper à n'importe quel endroit et pas nécessairement un endroit précis. Donc aiguiller le corps, c'est lui donner une direction, dire maintenant vous allez tous marcher en rang dans ce truc-là. Bon. Mais si on écoute le corps d'une autre façon par la palpation, on va avoir des informations qui va nous donner en continu. Et c'est là-dessus que va marcher le NBQZ. Et c'est là-dessus, j'arrive enfin à ça, comment on fait pour faire une démonstration scientifique. Donc, je rappelle que je suis expérimentaliste à la base, donc il faut avoir un peu un esprit tordu pour trouver quelque chose qui permette de prouver des choses impossibles en psychologie. C'est un peu notre dada, quoi. Parce que quand vous faites de la recherche scientifique médicale, vous avez une molécule, ben vous prenez une population, vous la coupez en deux, une elle prend la molécule, l'autre elle prend le placebo, et puis on regarde comment ça se passe. Bon, C'est ça. et puis basta. En psychologie, ben on est sur du subjectif. C'est comme là, j'avais vu à Rothenburg, il y avait une conférence où il y avait un qui disait, mais c'est quoi la fake acupuncture? C'est quoi de la fausse acupuncture? Faites-moi un faux bisou. Ouais, on est sur le même problème, quoi. Bon, donc moi, j'ai retourné les choses autrement. Il faut partir de la méthode de travail. La méthode de travail sur l'UNBQZ, si on va parler avec le corps, donc on va tester des points. Et on va utiliser donc les voies sensorimotrices. Et pour ça, on va tester les pointings. Donc, je suis sur un point sur le corps. Et en fait, je vais demander au cerveau, c'est quoi le truc qui va te permettre de libérer ton petit point qui te fait mal. Et pour le savoir, je vais aller toucher, et ça, c'est les méthodes de Régis Blin, on va toucher des pointings.
Et c'est le point, et un pointing qui à un moment va libérer le point. On va avoir un relâchement. D'accord. Et là, en gros, le cerveau, il dit, moi, j'ai une voie de dérivation qui passerait bien par là. Ok. Il faut bien comprendre que sur le plan neurologique, on a un système nerveux central et un système nerveux périphérique. Ouais. Le système nerveux central, il a tendance à se décharger sur le système périphérique. Mhm. Que racontent nos amis les Chinois? Il faut faire circuler et envoyer vers l'extérieur. Eh ben, dans la nature, quand un animal se fait attaquer et qu'il arrive à se barrer, il va dans un coin, il se met à trembler, blablabla, et il se casse, et tout va bien. Il a évacué son stress. Nous, on doit montrer qu'on est fort. Et on tremble pas, et on conserve tout en nous. Et voilà. C'est pour ça que, par exemple, en psychologie, quand on intervient sur des accidents, sur des événements graves, on va se focaliser non pas sur les personnes qui sont prostrées en train de pleurer, mais sur celles qui sont en train d'aider tout le monde. Parce que ceux-là, ils n'évacuent rien. Et on sait que ça va mal se passer par la suite. Il va y avoir un Donc, retour de bâton derrière. D'accord. ouais, ouais, ils évacuent pas. Donc, Ok. on va avoir des compensations dans les mois ou les années qui suivent. Ça veut pas dire que ceux qui sont prostrés, on s'occupe pas d'eux, mais on sait qu'on va avoir un suivi à faire sur les personnes qui ne décompensent pas sur place. Passe. Donc, D'accord. donc pour en revenir à la méthode, donc on va avoir des points qui vont être des points qui vont manifester des émotions qui sont engrammées en profondeur. Et d'autres points qui vont être en gros des grosses balances et qui vont dire moi je sais ce que c'est, il faut virer ça. Donc le point là, il est par exemple si j'ai un point 8 VB qui est un point feu, le point feu c'est un point galère parce qu'en fait c'est aimer, être aimé, accepter d'être aimé, pouvoir aimer, enfin c'est tous ces trucs là et oh c'est le point des addictions. Il y en a des trucs derrière. Donc, ce point-là, bon, on va le regarder par exemple sur les pointings, qui va le libérer? Mais déjà, est-ce qu'il est bloqué? Donc, on va le comparer avec son autre copain à côté. D'accord. Et est-ce que la peau bouge de la même façon à droite et à gauche? Si j'ai un point qui est une restriction, c'est que j'ai une tension. Oui. Et cette tension est une expression du système limbique. D'accord. Donc, donc je vais parler le langage du système limbique, je vais aller chercher les points d'extrémité et je vais à ce moment-là appliquer pour chaque type de point correspond à un élément et à chaque élément, j'ai un traitement différent. D'accord. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que quand je vais vouloir démontrer ça de façon scientifique, je vais utiliser déjà, dans mon approche, je vais utiliser trois variables. C'est comparaison droite-gauche. Est-ce que j'ai un point qui est relâché par rapport à l'autre? Ok. Deuxièmement, je vais avoir un décodage émotionnel. Le patient vient et se plaint de certaines choses, vient avec une plainte, une séparation, un deuil, etc. On lui demande quelles sont les émotions que lui ressent. On va les comparer avec les points. Ok. Un point métal, bois, feu, terre, et ça va correspondre à des émotions. J'ai eu comme ça un enfant qui avait été frappé par un adulte, fracture de la mâchoire. Donc déjà, un enfant, ça a du mal à verbaliser, mais avec une mâchoire fracassée, c'est encore plus difficile. Bon, Bon. compliqué. Ouais. Je me suis dit, bon, il s'est pris une grosse mandale violente. Là, on a de la peur plus plus. Je le teste, je ne trouve que du métal. Je le regarde, je fais, mais t'es triste? Il fait, hum. Bon, peut-être je fais la tristesse. Et là, je reviens, je lui fais, ça va? Et il me dit, je le vois plus. Ok, on n'était pas sur de la peur. Et là, c'est là où je dis, le corps est une balance. Il raconte tout. Il raconte va de façon beaucoup plus fine ce que la personne va vous dire, parce que comme je vous ai dit au début, le Dr House, il dit toujours, tout le monde ment. Non, ouais. Donc, c'est la personne qui va vous dire, oui, ce salaud, il m'a menti, nanani, nanana, il était avec une autre fille, nanana. Et puis, on va dire, ouais, j'ai les points colère. Et puis, non, j'ai les points feu. J'ai pas les points bois d'injustice qui s'expriment. J'ai les points d'amour propre et de machin. J'ai plutôt été touché dans mon ego que par rapport à l'injustice de la situation. Et c'est là où je vais avoir une priorisation. Je vais pouvoir prioriser quel est le point le plus tordu, le plus tendu qui se manifeste et que je vais traiter en premier. D'accord. À l'inverse de certaines techniques, je vais sur le pire
pour aller vers le plus simple. Parce que on est sur de l'émotionnel, donc l'émotionnel, c'est un braquage. Il met le spot sur ça et puis le reste, ça l'intéresse pas, quoi. Donc, on va traiter le plus dur en premier. Et sur la partie expérimentale, donc je vais tester la résistance du point, je vais tester ensuite l'émotion de la personne et le ressenti physique. Et là-dedans, je vais rajouter une méthode qui est vraiment novatrice, qui est, j'ai appelé ça le fake protocole, un faux protocole, qui est que je trouve un pointing qui dit c'est ça qu'il faut faire, il faut libérer ce feu qui est bloqué par du métal. Ok, je regarde qui c'est qui répond pas. Ah ben tiens, j'ai la Terre qui dit qu'elle en a rien à faire. Eh ben on va faire un protocole Terre. Mais mon patient, il le sait que je fais un protocole Terre? Ben non. Donc je fais mon protocole Terre de la façon la plus enjouée que j'aurais pu le faire pour l'autre. Et je demande, j'avais des petits smileys pour ça, au patient, comment vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous sentez et je regardais s'il y avait un relâchement sur le point. Je regardais si la personne se sentait détendue, si elle ressentait physiquement des choses. Là où ça a été très amusant, enfin amusant, c'est que dans l'hypothèse, en fait, sur le plan de la recherche, de la démonstration, alors ce que j'ai fait, c'est une étude pilote. Déjà, faut comprendre le truc, c'est qu'une étude pilote, c'est un peu plus léger qu'une recherche expérimentale pure et dure, qui est multicentrique, c'est-à-dire que plusieurs expérimentateurs à travers le monde ou dans une région vont faire le même truc. Là, c'est une démonstration à un bras, comme ça, c'est qu'une main, quoi. C'est façon de jamais de boost, quoi. Donc c'est une XP à un bras. Euh, où j'ai limité mon pool à 30 patients, ce D'accord. qui me permettait de dépasser certains tests statistiques, parce qu'on peut faire des expériences avec 8 patients, hein, on fait un qui 2 pour ça, ça indique une tendance, mais avec 30 patients, on est sur quelque chose de beaucoup plus fort au niveau de la présentation des résultats. D'accord. J'ai fait à peu près 590 séquences de traitement. Donc, dans ces 590 séquences de traitement, il y avait des fausses séquences, à peu près 10%. C'est D'accord. suffisant pour voir si ça marche ou pas. Et dans ces fausses séquences, j'avais en grande majorité une corrélation nulle, c'est-à-dire aucun effet sur le patient. Et j'avais des effets négativants, accentuation des tensions dorsales, accentuation du stress, et qui étaient immédiatement récupérés par la bonne séquence. Ok. Donc, cette façon de procéder qui est de ne rien dire au patient, parce que la méthode NVQZ, je vous l'ai pas dit, mais en fait, on peut travailler totalement en mode muet, ultra confidentiel. La personne dit, elle vient, dit, je vais pas bien, mais je veux pas en parler. Oui, Quand parce on que est ça, psy, il y en a en cabinet des fois, ouais. voilà, je veux pas le dire. Ok, d'accord, on va pas parler de ton oncle qui est venu faire joujou avec toi. Non, on va pas le dire. Donc, ok, asseyez-vous et là on va tester et on regarde ce que raconte le corps. Bon, donc euh, là, on fait un traitement sans que la personne sache ce qu'on est en train de traiter. En bien, en mal, en vrai, en faux, on ne sait pas. Et on a le résultat. Et le résultat ensuite, il est mesuré. Et on a une échelle d'attitude qu'on appelle l'échelle SUDS, qui est une échelle. Alors c'est pas une échelle d'attitude, c'est une échelle de ressenti. C'est-à-dire que la personne dit ben 0 ça me fait rien, 10 c'est insupportable. Bon. Euh, donc ça c'est un moyen pour avoir en quelque sorte une quantification numérique. D'accord. De l'amélioration de l'état du patient. Voilà. Et généralement, sur de l'EMDR, on essaie d'avoir des résultats sur une échelle de 10 qui a une amélioration d'au moins de 2. Alors, tenez-vous bien, mais avec l'EMDR, phase 1, qui est juste la phase d'apaisement. Parce que quand on prend une personne en trauma, avant de faire de l'EMDR, on va apaiser la personne. C'est-à-dire que parfois, pendant 2, 3 séances, on va faire du pacing, on va lui apprendre à respirer, on va faire des machins pour que si c'est une crise qui vient, on va la faire redescendre, etc.
Là, on ne fait pas de ces trucs-là. On va directement travailler avec le Shoshen. Et on va le dire Shoshen, à la façon des Jedi. Tu oublies. Eh ben, rien que dans cette phase-là qui apaise la personne, j'ai 45% de participants qui n'accèdent plus aux souvenirs traumatiques. D'accord. 45%. Dès la phase d'apaisement. Donc après, ben, on va affiner avec le NBQZ en tant que tel, phase traitement. Mais ça va plus loin. Euh, les gens s'endorment, ils se relâchent complet, ils sont fatigués. Généralement, ils finissent allongés et on fait un petit équilibrage C'est-à-dire que énergétique classique. dès le début, il y a cette espèce de survigilance qui fait qu'il reste dans le trauma et tout, qui déjà lâche prise et fait Oui, s'endormir, se relâcher, etc. dans les 5 à 10 minutes. D'accord. Ok. Parce qu'on va avoir une action parasympathique massive qui en plus va jouer sur l'intégration émotionnelle et la disparition du souvenir traumatique. Donc le cerveau n'est plus en hyperactivation. D'accord. Donc la personne peut enfin baisser les armes en quelque sorte. Ok. Voilà. Et donc pour en revenir à ce sud, dans mon étude, on a sur la première phase une chute de au moins 4,75. C'est-à-dire que quand j'ai monté mon plan expérimental, je me suis dit, bon, on a une échelle en 10 points. Pour être efficace d'un point de vue statistique, il faut au moins avoir 3 points de diminution du score de stress. Ok. Et là, j'ai une diminution de presque 5. Bon, on va dire 4 déjà, c'est vraiment très bien, j'ai emplafonné mon truc. J'ai un intervalle de confiance de 95%. Et alors après c'est des statistiques, c'est l'indice de confiance qui est de 1 pour 1000. C'est du 0,0001. Chance de me tromper dans mon analyse statistique. D'accord. Sur un test de Wilcoxon qui concerne des variables non paramétriques, etc., qui veut dire en gros que les sujets qui viennent, on ne sait pas qui ils sont. Et ce sont pas des sujets parce qu'en fait, je vais traiter des sujets qui ont subi des accidents de voiture, des agressions verbales, des agressions sexuelles, etc. C'est pas un test statistique où je vais prendre que des personnes qui ont eu des accidents de voiture. Donc pour ça, on prend un test de Wilcoxon pour faire ce genre de test. Bon, bref. Donc voilà, j'ai ce résultat-là qui fait que en général, en deux séances, 3 séances, c'est terminé. On est sur le profil d'une thérapie brève. Ok. Dans le cadre d'un trauma classique, c'est-à-dire que la personne a vécu un accident, il faut la sortir du marasme. J'ai eu des personnes qui ont vécu un deuil, une qui a vu son mari mourir devant elle, etc. Une séance, ça suffit. Euh, J'avais pris une deuxième date, elle m'a dit non, ben, vous m'avez dit que ça devrait suffire, mais effectivement, je n'ai plus rien. J'ai plus d'appréhension à aller dans la cuisine là où ça s'est passé, ça me fait plus rien. Une séance. D'accord. Là où ça ne marche pas aussi facilement, aussi merveilleusement, c'est dans le cas des polytraumas. C'est les personnes qui ont vécu dans des familles où il y a eu de la violence, de l'alcoolisme, enfin tout ce qu'on imagine. Et donc, il y a plein d'ancrages. Il faut travailler sur toutes ces choses-là. Il faut tout traiter. Donc là, c'est beaucoup plus long. Euh, et l'autre écueil, c'est les personnes qui parlent. Parce que quand elles parlent, elles pensent à d'autres choses. Et à ce moment-là, le cerveau se reconfigure et vous traitez pas le trauma, vous traitez ce qu'elle est en train de raconter. D'accord. Donc Donc, là, il faut il faut sur les le accueillir et rien leur demander et puis faire Ouais, son. faut leur dire. Non. Faut dire, toi, oh, toi, ta gueule, là. Ah oui, De carrément. toute façon. Il y a des Non, baillons non, au bon. cabinet, c'est ça, non? Comment? Il y a des baillons au cabinet? Oui, 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 il y a des petites boules rouges, tout ça, tout ce qu'il faut. Ça, c'est pour les aiguilles, comme ça, ils entendent moins. Mais voilà, donc en fait, ce qui a été très intéressant, c'est que bon, ce protocole, je l'ai mis en place pendant 3 ans pour l'affiner, pour l'approfondir. J'ai pu l'évaluer aussi sur des militaires, des traumatisés de guerre.
C'est très intéressant parce que, par exemple, j'avais une personne euh, qui avait l'image qui disparaissait et à un moment, elle me disait, tiens, c'est amusant. Enfin, c'est bizarre parce que bon, j'ai plus les bruits, j'ai plus l'odeur du sang, j'ai plus l'odeur de la poudre, j'ai plus tous ces trucs-là. Par contre, je vois tout en fil de fer. En fil de Qu'est-ce qu'on fer. fait quand on voit en fil de fer? On traite le métal. D'accord. J'ai traité le métal, plus fil de fer. Là, je me suis dit, c'est grandiose ce truc. Incroyable. Bon, là, c'est la petite histoire, mais effectivement, ça a réglé le problème, quoi. D'accord. Euh, donc voilà, on a des petites choses comme ça qui sont amusantes. Mais la méthode, en fait, actuellement, dans mes statistiques perso, quand je la compare à ce que je faisais en EMDR, j'ai un rapport de 1 à 3. C'est-à-dire que là où il me fallait 3 séances de EMDR, une séance de NBQZ suffit. D'accord. Et l'autre avantage, c'est que on va pas demander à la personne de penser à la scène. Le corps est suffisamment sous stress pour gueuler au niveau de tous les points. J'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas. Ok, on va drainer, on va évacuer. Et d'ailleurs, les premières phases de traitement sont des phases généralistes. J'appelle ça filet dérivant. On prend tout ce qui vient et on évacue. Et ensuite, on cible. Et après, on demande à la personne à repenser à la scène. Et c'est là où on a des surprises parce que j'avais un petit gamin comme ça qui avait une phobie scolaire. Enfin, on me l'avait présenté comme une phobie scolaire. Il voulait plus aller à l'école. En fait, il avait peur de se faire enlever. Ah, c'était Donc, pas. on est totalement sur quelque chose, on va dire, d'irrationnel. Il avait vu des psychologues scolaires. Il avait vu une psychologue avec qui il avait parlé pendant une ou deux séances. Bon, ça faisait rien. Et elle avait dit faudrait peut-être qu'il fasse de l'EMDR parce que bon, ben, c'est la boîte magique, le MDR, quoi. Et donc, il est venu, enfin, sa grand-mère elle me l'a amené. Et bon, bah, moi, j'ai testé ce qui allait pas sur lui. Et puis, je dis donc, t'as peur de te faire enlever, c'est ça? Ouais. Vas-y, imagine-le. Alors, on me dit, ouais, je vois un camion, des hommes en noir qui sortent et tout. Bon, je me suis dit, il a dû voir des choses à la télé, c'est pas possible. Il fait pas le lien, quoi. Série, ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Il fait pas le lien. Et là, je lui demande simplement, mais si je te propose, là, nous, on reste là, mais toi, tu sors. Ah non, 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 je sors pas, je sors pas. Alors, rien qu'à la réaction, on voit qu'il était haut. Je lui fais la séance et il se moque de moi. Il rigole. Parce que, ben, on tapote, on fait des Oui. trucs et il rigole. Et puis, à un moment, j'arrête parce que j'ai plus aucune réaction au niveau de la peau. Je le regarde et puis je dis, bon, alors maintenant, si tu repenses au camion, ça fait quoi? Puis là, il est comme ça. Je le vois plus. Et c'était réglé. Euh, et c'est là qu'il a sorti ensuite d'autres problématiques par rapport à sa mère, avec des endroits où il était en ville et il était avec elle, et puis c'est un enfant d'un couple divorcé, donc il se sent de devoir prendre le rôle du père, de protéger sa mère, etc. Donc il y a d'autres problématiques derrière. Mhm. Tout n'est pas réglé, mais par contre, par rapport à ça, c'est terminé en une séance. Ok. Voilà, tout ça parce que on va directement parler au cerveau émotionnel sans passer par la partie rationnelle qui elle en fait elle vous raconte elle vous raconte ce qu'elle veut quoi. On donne du sens à des choses qui n'en ont pas. Ok. Fabuleux. Voilà. C'est incroyable. Une Ah efficacité moi comme ça, c'est oui. Ah, mais moi c'est j'y crois pas hein. c'est presque magique, quoi. Oui, oui, Alors, c'est ça. moi, j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que cette méthode, elle est susceptible d'évoluer encore, ou là, on est dans une efficacité qui est telle que quelque part, il n'y aurait même pas besoin qu'elle évolue? Alors si elle évolue. Si parce qu'en fait il y a le comme j'ai dit il y a le NBQZ phase 1 qui est vraiment apaisement des personnes. Après on a le traitement du trauma en tant que tel. Et après, on a le traitement du polytrauma où on va chercher le trauma beaucoup plus en profondeur, à quoi il renvoie. D'accord. Et après, j'ai des techniques avancées qui permettent d'aller encore plus loin, où on va
par exemple, traiter le trauma intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'a vécu la mère et ce qu'elle a transmis à l'enfant. Mhm. Alors là aussi, j'en profite une fois de plus. Je profite que des millions de personnes vous écoutent pour dire non, la mère ne transmet pas son stress à l'enfant. Arrêtez de baliser avec ça. Le corps de la mère est une interface entre l'enfant et l'environnement. Donc, le corps de la mère est là pour filer des informations, bonnes comme mauvaises. Donc, il y a que par moment, on a un peu trop d'informations mauvaises. À ce moment-là, il va falloir déprogrammer le corps sur ces aspects-là. Et là-dessus, c'est assez étonnant parce que quand on le fait, la personne prend et qu'il y a des choses là-dessus qui correspondent, la personne prend un regard de vache sacrée, c'est incroyable. Et ils se posent et tout d'un coup ils font waouh, là j'ai un truc en moi qui vient de partir. Et par contre, comme on sait quel point on travaille, et on sait quelles émotions, on arrive à savoir quelles sont les émotions qu'a vécu la mère. Et c'est comme ça qu'une fois, j'avais une patiente qui était mais une pétocharde, mais vraiment peur de tout, quoi. Peur de tout, elle était avec sa mère. Et j'arrêtais pas de traiter de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, partout de la peur, de l'eau, de l'eau. Et puis là, je dis maintenant, on va aller voir un peu plus loin, on va voir trauma intergénérationnel, quoi. Et là, il y avait la mère, je lui dis, mais quatrième mois, là, il y a un gros machin en lien avec une grosse peur. Elle dit, oh là là, oui, alors ça, je m'en rappellerai souvent, hein, parce qu'on avait fait une sortie en bateau, et c'était gros temps, et puis on avait peur que le bateau se retourne. Et j'ai traité le truc, eh ben, elle est moins pétocharde. J'ai pas dit qu'elle est plus, mais on est descendu d'un cran. Est-ce qu'il va falloir le refaire, etc. Il y a des chances, parce qu'on peut pas tout traiter. L'étude d'Ariane Jacobino a montré qu'il fallait 6 mois de traitement avec des répétitions par acupuncture pour déméthyler. Mhm. Donc effectivement, il faut reproduire certaines choses. Et quand on est sur de l'événement récent, sur du trauma, un accident, une agression, etc., il n'y a pas de méthylation. On est uniquement sur une activation au niveau neurologique. Voilà. Donc ça c'est sur intergénérationnel. Et puis après, oui, là je travaille sur aussi d'autres problématiques qui sont sur les blessures d'âme. Alors, blessure d'âme, blessure de chaîne, blessure de Yuan Shen. En fait, c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes, qui sont dans la programmation profonde de la personne. Et donc là, je mène des recherches avec un ou deux patients qui sont plutôt volontaires pour ça. Et il y a des transformations dans leur comportement où ils deviennent de plus en plus blindés et non réactifs à ce qui les rendait hypersensibles avant, quoi. D'accord. Voilà. Donc là, oui, oui, ça, le NBQZ, c'est déjà en tant que tel la méthode marche, elle est bien. Euh, le protocole est plutôt bien établi, mais il y a encore plein de choses à voir. Et même sur le plan scientifique, ça ouvre des, des chemins de recherche parce que, par exemple, dans le monde de la psychologie, on va avoir les psychologues qui vont se reporter sur le MDR ou sur le FT. Mhm. Euh, ces deux méthodes commencent à être bien étudiées, hein, quand même, le MDR, il a fallu 30 ans pour accepter que ça fonctionne, hein, on n'arrêtait pas de dire que c'était n'importe quoi. Le FT, comme il avait qu'une explication, Callahan, uniquement sur les points d'acupuncture auxquels il donnait des noms débiles, le point karaté, machin, enfin, le truc, faut arrêter, quoi. Et que c'est une méthode qui est aussi un peu filet dérivant. On ne sait pas ce qu'on traite. On demande aux gens à se taper dessus en disant des phrases et des machins. Euh, on n'arrive pas à un apaisement. Enfin, on arrive à un apaisement, mais pas à un effacement du trauma. Avec le NBQZ, on arrive à cibler l'émotion, à savoir par quoi elle est bloquée. C'est-à-dire que quand j'ai un trauma, j'ai un empilement d'émotions et Mhm. je vais dépiler en sachant tout ce qui s'est passé en relation avec, par exemple, une injustice. Mais cette injustice va être en lien avec une peur, une tristesse, une colère, une rancœur. Et tout ça, je vais le dépiler progressivement. Et les gens disent, tiens, j'ai telle image qui me revient, tiens, j'ai tel souvenir qui me revient. Et on voit les ramifications de souvenirs qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'événement traumatique qu'on est censé traiter. D'accord. Donc, avec le MBQZ, on cible le problème et en plus, on cible le traitement. On élargit, ouais. Ok. Alors, on élargit, mais on recentre.
Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que on va pas faire c'est comme dans la kinésio, on fait la roue kinésio. Alors, on fait une fois comme un hamster, on fait un tour, deux roues, deux tours, trois roues, et puis au bout de 10 tours, on a bien fini par trouver quelque chose, quoi. Sachant qu'on fait du test en kinésio. Mhm. Euh, mais l'approche n'est pas aussi ciblée parce qu'il manque l'approche du Shochen. Il manque la connaissance du Shochen et de tout ce qu'il emmène avec lui derrière. Voilà. C'est là, on va dire, s'il y a vraiment une innovation dans le NBQZ, c'est cette chose-là. Le ciblage du traitement, le décodage et la prise en compte du Shochen qui n'est pas très enseigné dans les écoles. D'ailleurs, le CNI n'est pas super enseigné, quoi. D'accord. Et alors, cette méthode, si on veut la pratiquer, il y a des formations qui existent, il y a des formations qui sont en cours de montage. Alors, cette formation, je vais faire la troisième session de formation à la Sphère. D'accord, Pour le moment, c'est une formation que je ne laisse accessible que aux personnes qui ont fait la Sphère, parce que ce sont des méthodes de la Sphère et donc il faut les intégrer. d'accord. Euh, je suis en train de monter la formation pour des non-sphériens, Ok. parce qu'il va falloir... Des carrés ou des Comment? rectangles? Des carrés ou des rectangles? Ça passe faire rien. Voilà, alors les noms, c'est rien, pourquoi ils sont ovoïdes, hein, il y a de tout, hein. Mais en fait, il faut un prérequis. Donc, je suis obligé de faire une part de formation qui intègre à la technique du toucher, du ressenti et du dialogue et de remettre en place certaines connaissances avant de lancer la formation sur le traitement en tant que tel. D'accord. Et mon objectif le plus fou, c'est de l'ouvrir aux psychologues. Voilà. Donc pour ça, sachant que mes collègues psychologues, ils ont une approche du corps qui frôle le zéro. Désolé les gars et les filles, mais je sais de Un quoi je vrai parle. trou. Et que en plus en psycho, on a tout un tas de barrières mentales à casser sur les interprétations, sur tout un tas de choses. La voie est longue, mais je compte bien y arriver. Et la formation sur le NBQZ, en fait, en fait, je la fais en deux parties pour le moment. Je fais une première partie sur le trauma transgénérationnel, Ok. parce que à un moment, on tomber là-dessus. Et si on veut améliorer le NBQZ, il faut faire à un moment un petit dialogue entre le Yuan Shen, le Shen et le Shoshen. D'accord. Donc, on va aller faire un petit tour sur les chaînes transgénérationnelles. Et donc, il faut expliquer aussi ce qu'est le transgénérationnel. Donc, plutôt que de faire une grosse formation qui dure une semaine, je la fais en 2 fois 2 jours. Et déjà, les gens, ils ressortent avec le cerveau qui fume parce que j'essaie de faire court pour que ça leur coûte le moins cher possible. Ouais, parce qu'il y a une réalité aussi derrière, c'est-à-dire qu'il y a l'hôtel à payer, la formation et tout ça. Bon, bref. Donc, j'essaie d'être accessible. Mais même là, je vois que il faut que je l'étende. Et il va y avoir donc normalement, soit fin 2026, soit début 2027, des formations qui seront ouvertes à ce moment-là à d'autres personnes, mais ça sera visible sur mon site internet qui est en train d'être refondu. Donc pour D'accord. l'instant, il n'y a rien. Je parle même pas du NBQT, si à peine pour dire que je l'utilise, mais j'explique même pas ce que c'est. C'est indigent presque à ce niveau-là, quoi. Euh, mais disons que j'y vais petite étape par petite étape. C'est-à-dire que j'ai mis 6 ans à mettre en place ces méthodes, à m'assurer que ça fonctionne, à mettre en place une recherche expérimentale. J'ai euh, j'ai eu une interview à l'origine sur totalement autre chose et avec un journaliste qui a dérivé sur le NBQZ. On m'est tombé dessus en disant que c'était n'importe quoi. Évidemment, des gens qui n'y connaissent rien ont dit que c'était n'importe quoi. Je n'en disais pas plus parce que quand on mène une recherche et qu'on est indépendant, il y a aussi le fait de pouvoir se faire publier. Et si on veut se faire publier, il faut que ce soit de l'info novatrice. C'est-à-dire qu'on peut pas, il faut en gros garder la primeur pour la revue. Mhm. Donc je disais rien. Et là, je suis donc dans la phase de recherche pour faire la publication. Donc progressivement, ça D'accord. va s'ouvrir.
Mais je ne veux pas que ce soit une méthode qui soit délivrée comme ça. Je veux montrer sur quoi elle repose, quels sont les fondements scientifiques. Et du moment qu'on sait sur quoi elle repose et quels sont les fondements scientifiques, on sait sur quoi elle ne va pas marcher. Et donc, parce que je suis assez irrité, je dois le dire, c'est mon petit moment coup de gueule, mais des gens qui font de l'EFT ou de l'EMDR pour tout et rien, pour traiter des allergies, pour traiter des trucs qui n'ont rien à voir avec la sauce, qui font des cinquantaines de séances, mais 50 séances de EMDR, j'en ai eu des patients qui ont fait ça, euh, à 70 balles la séance, avec des chenillards, etc., avec zéro résultat derrière. Faut arrêter quoi. Faut Ouais. arrêter. Donc c'est bien pour ça que je veux pas libérer le truc comme ça et sur mon site il y aura vraiment la limitation on va dire thérapeutique. J'ai pas peur de dire le mot de pourquoi ça fonctionne et à quoi ça correspond. Donc ça prend du temps. J'en ai pas beaucoup donc c'est un petit peu long. Ok, c'est magnifique. Bah, bonne Voilà. chance, parce qu'il y a encore ça avance vite malgré tout, mais il y a encore pas mal de travail. Oui. Euh, J'avais une dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour les médecins, c'est-à-dire au-delà des psychologues, les médecins puissent utiliser la méthode? Mais n'importe qui peut l'utiliser du moment qu'il a intégré les techniques de toucher, de ressenti. Voilà, on a des médecins qui font de l'acupuncture, on a des médecins qui font du Reiki. Enfin, après, on en pense ce qu'on veut. Enfin, bon, moi, c'est le Reiki, c'est pas le médecin. En termes de pratique énergétique, faire un machin où on sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, ça je supporte pas. Mais je veux dire qu'un n'importe qui peut appliquer le NDQZ du moment qu'il sait ce qu'il fait. C'est bien pour ça que en termes scientifiques, je bourre le mou de mes stagiaires sur les aspects scientifiques et sur ce qu'il y a derrière. Je viens pas juste dire, oh, on va travailler avec le chêne, on va faire ceci, on va faire cela. J'explique ce qui se passe sur le côté neurologique pour que on ne soit pas dans de la légende Ouais. et sur quelque chose qui semble magique. Effectivement, c'est magique parce que c'est rapide. Quand vous avez en une séance en 20 minutes, vous avez un patient qui est arrivé en pleurs et qui repart avec le visage totalement transformé, détendu et qui dit je ne le revois plus et qui me disent vous avez fait de la magie, vous avez fait quelque chose. Enfin, quand on est parti en Jordanie, on avait une collègue qui faisait des crises de panique en avion, des angoisses parce que il y avait elle avait fait un vol traumatisant. Avec trou d'air, avec Stewart qui est parti taper au plafond, retombé, nez éclaté, les masques à oxygène qui tombent. Enfin, et donc elle avait ça qui leur venait en direct. Je lui ai fait la séance alors qu'on venait de faire l'appel pour rentrer dans l'avion. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'embarquer les gens. Donc on est rentré en dernier, Mhm. avec parmi les derniers. Mais le vol s'est passé sans problème. Elle arrêtait de pas dire, mais il y a rien qui vient. Mais si, ça va venir. Mais si, mais non, il y a des petits trous d'air. Mais si, ça va venir. Et Elle elle était réagissait libérée. pas. Ouais, d'accord. Et quand on a fait le chemin, le voyage retour, elle a pas arrêté de parler avec sa copine d'à côté et l'avion bougeait et ça lui passait au-dessus de la tête. La tête. D'accord. Alors qu'avant, elle disait pour elle prendre l'avion c'était problématique. Donc on a des résultats de ce niveau d'efficacité. Ok. Ça c'est des success stories comme on dit. Mhm. Après, j'ai quand même des patients avec qui ça s'est cassé grave la figure parce que polytraumatisés, parce que en séance n'arrêtait pas de parler, raconter d'autres événements et en fait on traitait rien parce que ça partait dans toutes les directions. Mais là, ça tenait aussi à la personne en elle-même. J'avais beau la recadrer, Ouais, donc, quoi, il y a elle compris. écoutait pas, elle était dans son truc quoi. Mhm. Et il y avait une phase d'aggravation, on l'a récupérée, mais cette phase d'aggravation l'a inquiétée, elle voulait pas revenir. Donc j'ai eu deux personnes, on va dire, pour qui ça n'a pas marché correctement. D'accord. Deux sur 6 ans de pratique. Ça compte pas beaucoup, effectivement. Voilà. Mais par contre, ça, c'est formateur. Pour moi, ça reste, maintenant, c'est des no way, quoi. Maintenant, quand j'ai une personne qui vient qui commence à parler dans tous les sens, je recadre quand il faut plus, quoi. D'accord. Oui, ça fait partie. Recadrer fait partie aussi de la méthode quelque part. Complètement, Il faut pas complètement. faire trop. Bah, Parce que, ouais. d'accord. Génial. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. Et puis, bah, à bientôt peut-être.
Eh ben, à bientôt. Au plaisir de se recroiser dans la vie.